Pendant 3 ans, de mes 19 à 22 ans, puis par la suite pendant 1 an, là, de mes 24 à mes 25 ans. Je fumais 2 à 3 joints par jour. Donc vraiment des joints, là, je ne consommais pas des comestibles. C'était surtout pour essayer de gérer mes grosses émotions. Quand je vivais des choses plus difficiles, ça me permettait de m'évader. C'est sûr que j'ai fini par me rendre compte que c'était pas très sain comme façon de gérer ses émotions. Ça a entraîné l'amplification de mon anxiété, de ma dépression qui a mené à une psychose toxique. C'était très difficile. C'était d'être déconnectée de la réalité pendant ma psychose, c'était complètement horrible. Ça a amplifié ce que je vivais déjà, mais le fait d'avoir de l'anxiété, de faire une dépression, ça a amené beaucoup de paranoïa. J'ai essayé, en fait, j'ai réussi à cesser de consommer pendant 2 ans où j'ai eu une grossesse et de l'allaitement de ma petite fille. Donc ça a été super facile. C'est par la suite, quand les choses ont commencé à se corser, que j'ai rechuté. Il y a une intervenante qui m'a suivie dès ma sortie d'hôpital. Jusqu'à maintenant, c'est un suivi de 2 à 3 ans. Mais oui, elle est très présente dans ma vie. Au début, on parlait beaucoup de la psychose en tant que telle, des effets que ça avait sur le cerveau et puis comment se remettre d'une psychose, quoi faire, comment gérer ses émotions. Mais elle m'accompagne beaucoup dans la gestion d'émotions puis des petites situations de tous les jours là, où j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'ai les idées beaucoup plus claires maintenant que je consomme plus. J'ai vu tous les effets négatifs que ça a amené à ma vie, puis c'est très facile pour moi de ne plus consommer. Alors, bonjour tout le monde, bonjour. Désolée, là, écoutez, on n'est pas des spécialistes de Zoom, fait que clairement, on rencontre quelques petits bugs techniques. La vidéo que vous avez vue, là, c'était aussi une vidéo créée par nos communications en Chaudière-Appalaches avec une jeune qui est suivie chez nous. Toutes les vidéos, les conférences, là, vont se retrouver sur le site de l'ACPEP. Fait que même si on les a manquées un petit peu, là, moi aussi, j'ai manqué le début. Vous allez avoir accès, dans le fond, à nos vidéos. Je veux juste être sûre que Claire-Hélène, elle a réussi à se brancher. Est-ce que Claire-Hélène est arrivée? Oui, je suis là, c'est bon, merci. Ah, bonjour Claire-Hélène. Alors, Salut. bienvenue à nos conférencières. Claire-Hélène Plamondon, qui est médecin psychiatre à la clinique JAP du CHUM. Et on a Marie-Claude Dubé. Marie-Claude, qui est une intervenante et coordonnatrice professionnelle au programme Jeunesse en dépendance du CIS de Chaudière-Appalaches, qui est un baccalauréat en service social et un certificat en toxicomanie, qui travaille là au en centre de rétablissement en dépendance depuis 1999 et avec la clientèle depuis 10 ans. Fait qu'on vous écoute, mesdames. Les participants, vous pouvez poser vos questions dans le chat, là, comme pour les autres conférences. On va se garder 5 minutes à la fin pour pouvoir répondre aux questions. Bonne conférence. Merci, Caroline. Vous voyez bien la présentation? Bon, c'est bien. On vient de régler un petit bug technique qui nous fait un peu débattre le cœur de notre côté. Donc, voilà, dépendance et psychose aujourd'hui que nous allons vous présenter. Ça serait important de fermer vos micros, s'il vous plaît, tout le monde, sauf Claire-Hélène et moi. Merci. Voilà, Caroline nous a présenté Marie-Claude Dubé, intervenante au niveau du CIS de Chaudière-Appalaches. Oui, puis moi, c'est Claire-Hélène Ouellette-Plamondon, donc psychiatre au CHUM. Je suis à la clinique Jeune Adulte Psychotique, puis je travaille aussi à la clinique qui est l'unité de psychiatrie des toxicomanies au CHUM, puis professeur agrégé à l'Université de Montréal. Donc, voilà, on va vous présenter aujourd'hui, on a monté une présentation pour vous parler des dépendances, où on va vous parler principalement des substances qui sont utilisées principalement par nos jeunes adultes. On va avoir des éléments sur la prévalence. On va vous parler ensuite des substances et du risque de psychose, puisqu'on est dans une journée de sensibilisation à la psychose. On va vous expliquer les services et on va reparler aussi des interventions et des approches à privilégier. Donc, les dépendances. J'ai trouvé cette petite image sur Internet pour notre présentation, puis je la trouvais très symbolique, très imagée. Une bouteille soutenue par la personne, il n'y a que toi qui m'aide et qui m'aide à gérer mes problèmes et qui en même temps alimente les problèmes comme les problèmes scolaires, l'insécurité ou l'estime de soi. Fait que je trouvais l'image intéressante.
Les substances consommées par nos adolescents et nos jeunes adultes, je pense qu'on ne surprendra personne en vous parlant d'alcool, de cannabis, les deux substances qui traversent le temps, l'histoire et qui sont toujours présentes. La cigarette également, maintenant, nos vapoteuses, qu'on peut appeler aussi les doseuses, qui sont communément utilisées par les jeunes avec des fortes concentrations de nicotine. Les stimulants, qui sont là toujours aussi présents, méthamphétamine, cocaïne. Nos hallucinogènes, MDMA, moche, LSD ou acide, des choses comme ça. Et également les benzodiazépines qui ont gagné en popularité chez la clientèle, comme le Xanax, entre autres, qui est souvent du Xanax contrefait. Il faut savoir que les substances, il y a des modes dans tout ça. C'est variable. On va voir des augmentations de certaines consommations, des diminutions par moment. On évolue dans le temps à travers ça, selon les régions des fois aussi. Puis habituellement, ça se transpose d'une région à l'autre, souvent influencé, entre autres, par les milieux musicaux. Je pense entre autres aux benzodiazépines, au Xanax. L'arrivée du produit a été vraiment influencée par des mouvements de rap américains, entre autres. Pour les substances, écoutez, on n'avait pas assez de temps pour vous présenter en détail toutes les substances et leurs effets, les symptômes, les symptômes de sevrage et autres, mais on vous invite à aller sur le site ou l'application de la GRC qui s'appelle Drogue et nouvelles tendances, fiche de sensibilisation. C'est extrêmement bien fait. Vous avez probablement déjà vu le tableau en bas que j'ai placé dans la présentation. Il y a aussi des fiches très détaillées pour chacune des drogues, donc on vous invite à aller les consulter. Source d'informations très riches, puis des fois justement de discussions aussi avec vos usagers pour conscientiser les jeunes sur les effets. Donc, la prévalence de l'usage des substances, écoutez, il faut savoir que 53 des adolescents ont un usage d'alcool. Ça, c'est une recherche, l'enquête québécoise sur le tabac, l'alcool et les drogues, ainsi que les jeux, chez des élèves du secondaire, par contre, au niveau de 2019. C'est des données un petit peu plus récentes que nous avons trouvées. Donc, 53 des adolescents ont un usage d'alcool, ce qui représente une diminution par rapport, excusez-moi, je vais juste vous tasser, à 2013. La consommation d'alcool excessive et répétitive, elle, a toutefois augmenté, passant de 9 à 11 chez les adolescents. Donc, quand on parle d'alcool excessif, ce sont des grandes quantités et répétitive, bien sûr, plusieurs fois, la fréquence est augmentée. 18 des jeunes du secondaire ont consommé de la drogue au cours de leur vie, ce qui représente une diminution quand même importante par rapport à 2013, au moment où c'était 25 Le cannabis est de loin la drogue la plus consommée. 17 des adolescents ont déjà fait usage de cette drogue-là et c'est plus fréquent chez nos garçons. Il y a moins de 5 des jeunes qui vont avoir déjà consommé d'autres drogues ou des médicaments non prescrits, comme on expliquait tout à l'heure, les méthamphétamines, le benzo ou autres. On va regarder les critères quand même diagnostiques un peu en détail, mais rapidement en même temps. Il faut savoir que quand on utilise le mot dépendance, antérieurement, la dépendance était un diagnostic et on faisait la distinction entre dépendance et abus. C'était deux types de consommation considérés et qui amenaient un diagnostic. Maintenant, on va appeler ça trouble de l'usage. Le mode problématique d'utilisation conduisant à une altération du fonctionnement et une souffrance qui est cliniquement significative, comme en témoignent deux éléments, dans le fond, qu'on va regarder ensemble. Donc ici, la substance va être souvent prise en quantité plus importante ou pendant une période plus longue que prévu. Il y a un désir persistant de diminuer ou de contrôler la substance et des efforts infructueux pour arriver. Il y a beaucoup de temps qui est passé par la personne à des activités nécessaires, soit pour se procurer la substance, l'utiliser ou récupérer de ses effets. La personne va être envahie par de fortes envies, ce qu'on va appeler des obsessions de consommer. Si on poursuit, la substance va apporter des conséquences des manquements récurrents à des obligations majeures. Donc, ça va avoir des impacts sur les sphères de vie de la personne et ses obligations, travail, école, famille et autres. La poursuite va amener des problèmes sociaux ou des problèmes interpersonnels, des problèmes dans les relations avec les autres, des conflits. Des activités sociales vont être abandonnées ou réduites. Le temps qui est passé à consommer va venir empiéter sur du temps qui était utilisé à faire d'autres choses auparavant. L'usage récurrent va amener des fois physiquement des dangers
et la personne poursuit son usage malgré qu'elle est consciente d'avoir un problème. Donc, là, aux autres éléments, tolérance. Donc, quand on parle de tolérance, c'est un besoin d'avoir une quantité plus grande de consommation pour obtenir l'effet désiré. Et des symptômes de sevrage qu'on va induire au niveau des symptômes de sevrage psychologique ou physique. Donc, les drogues vont engendrer souvent des symptômes de manque qui peuvent s'exprimer à travers le corps ou au niveau de l'humeur. Vous avez ici en dessous le niveau de sévérité. Maintenant, on regarde ça un petit peu on va catégoriser, est-ce que c'est un problème d'utilisation de substances léger, modéré ou sévère en fonction du nombre de symptômes qui sont identifiés chez la personne. Il faut savoir que le risque du trouble d'usage de cannabis, 9% des jeunes qui l'expérimentent, dans le fond, vont développer un trouble d'usage de cannabis et ce taux-là va augmenter à 16% si cet usage-là est débuté à l'adolescence. Donc, plus un jeune va commencer à consommer tôt, plus qu'il a de risque de développer un trouble d'usage de cannabis. Donc, des fois, si on rencontre des jeunes, une façon de se souvenir un petit peu de ces catégories-là, de ces critères-là, moi, je trouve que c'est les 4 C, hein, puis des fois de retenir les 4 C. Donc, qui est, la perte de contrôle. Donc, est-ce que la personne a une perte de contrôle par rapport à sa consommation? Puis là, on peut voir dans les différentes sphères, différents impacts. Est-ce qu'il y a une compulsion de consommer? Donc, la personne a dit non, je ne consommerai pas ce soir, ou je vais prendre maximum 2 bières, mais oups, incapable de s'arrêter, ça va plus que là. C'est plus fort qu'elle. Est-ce qu'il y a des cravings? On dit des fois ce mot-là, mais c'est la forte envie de consommer. Donc, l'obsession, la sensation de manque qui est là. Et est-ce qu'il y a des conséquences négatives, justement, reliées à sa consommation? Donc, ça peut aider des fois à se guider là, sans aller dans les critères en détail. Pourquoi c'est si important et pourquoi on en parle, hein? C'est parce que justement, le trouble d'usage, il peut avoir des répercussions dans tous les aspects d'une vie d'un jeune, autant la santé physique que le fonctionnement du cerveau, que le bien-être émotionnel, la situation financière, bien sûr, la vie professionnelle, les relations. Donc, c'est majeur. Puis si on se demande, est-ce qu'on pense que la prévalence du trouble d'usage, elle est du même âge chez les personnes atteintes de psychose, vous pensez que la population générale? Donc, la réponse, pour pas juste revenir en arrière, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus prévalent. Donc, chez les jeunes qui sont admis dans les cliniques de première étape de psychose, de 30 à 70% vont déjà avoir des critères pour un trouble d'usage. Versus, vous avez vu tantôt qu'on parle du cannabis dans la population générale, c'est 9%, ou même chez les jeunes, 16%. Donc, on est à des niveaux beaucoup plus élevés chez nos populations de jeunes psychotiques. Maintenant, quelle substance est la plus addictive, vous diriez? Donc, si on parle le tabac, l'alcool, le cannabis, la cocaïne ou l'héroïne. Donc, la réponse, à défaut d'être en présence avec vous. Ici, c'est intéressant, c'est un tableau, bon, c'est beaucoup de chiffres, mais je vais essayer de vous les expliquer. Puis, si on regarde d'emblée, on voit que finalement, peut-être contre toute attente, il y en a qui vont peut-être penser les drogues dures, l'héroïne, c'est plus addictif, mais c'est le tabac qui est la substance la plus addictive. Donc, ici, dans les colonnes, juste pour comprendre, c'est que dans la première, c'est le pourcentage de gens qui en ont déjà utilisé. Dans la deuxième, c'est le pourcentage de gens qui ont des troubles d'usage. Puis là, ça nous amène dans la dernière colonne à un risque. Donc, c'est pour ça que le cannabis, on dit un risque d'à peu près 9% de développer un trouble d'usage au cannabis. On peut se dire, comparé aux autres substances, c'est pas tant que ça, mais quand on sait que finalement, il y a près d'une personne sur 2 qui l'a essayé, bien, ça va faire finalement une personne sur 20 peut-être qui peut avoir un trouble d'usage. Ça finit par être beaucoup de monde. Hein? Fait que s'il y a beaucoup de monde qui prennent du cannabis, bien, ça augmente le nombre de troubles d'usage. Si on compare aux autres chiffres, donc vous pouvez voir, là, tu peux avancer, Marc-Claude, parce que là, je me rends compte que ça va être comme en petit, sûrement que ça va apparaître. Bon. Tu peux même avancer, d'avoir des. Parfait. Correct. Je pense que là, c'est bon. Tu peux retourner en arrière, dans le fond. Fait que dans le fond, c'est ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu la différence avec le tabac, comme vous voyez, qui est très fréquent, mais qui a aussi un taux, on voit presque 1 sur 3 va développer un trouble d'usage au tabac s'il l'essaie.
versus l'héroïne, c'est quand même élevé, on a une l'ordre de 23 mais ça ne représente pas beaucoup de monde, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'essaie. Puis vous voyez, la cocaïne, l'alcool, c'est quand même le risque de trouble d'usage quand même important, mais plus de l'ordre de 15 Parfait. Maintenant, petit quiz aussi. Est-ce que vous pensez que la légalisation de cannabis a entraîné une augmentation de la consommation au Québec? Puis, est-ce qu'il y a plus de psychose au Québec depuis la légalisation? Je pense que c'est toutes des questions qui nous intéressent. Alors, on va regarder ça. Donc là, c'est intéressant. Le gouvernement a fait une enquête sur l'usage de cannabis, puis les chiffres viennent de sortir au mois d'octobre 2021, donc sur le sondage québécois. Dans la partie de gauche, ce qu'on peut voir en premier sur la proportion de consommateurs de cannabis, donc les gens qui disent avoir consommé au cours des 12 derniers mois, on voit qu'il y a une augmentation. Donc en 2018, la légalisation était en octobre 2018. Donc, on voit que c'était 14 à ce moment-là et qui a augmenté à 20 en 2021. Toutefois, quand on regarde dans la deuxième partie du graphique à droite, c'est quand même intéressant de voir que finalement, chez les jeunes, les 15 à 17 ans, il y a eu pas d'augmentation, même une petite diminution. C'est passé de 22 à 19 Chez les 18 et 24 ans, ça reste le groupe qui consomme le plus. C'est passé de 36 à 40 mais les augmentations les plus importantes ont été chez les personnes plus âgées. Donc, les 24 à 54, les 35 à 54, on voit qu'on est passé vraiment jusqu'à 36, 20 Donc, ça touche tous les groupes d'âge. Ici, puis je m'excuse, on voit que c'est un petit peu difficile à lire le graphique, mais sachez que si ça vous intéresse, c'est des données très facilement accessibles là, quand on les recherche sur Internet, enquête québécoise sur le cannabis, puis c'est vraiment un document PDF. Donc, si vous voulez aller revisiter ça, là, si c'est difficile à regarder. Mais si je vous le résume ici, au niveau des types de consommateurs, ce que les gens ont dit, c'est qu'il y avait à peu près 15 qui consommaient de façon quotidienne à tous les jours, 26 que c'était 1 à 6 fois par semaine. Donc, on est plus d'un tiers des consommateurs qu'on peut dire là, vraiment réguliers ou au risque de troubles d'usage. Occasionnel, 1 à 3 fois par mois, 20 puis moins d'une journée par mois, 40 Ensuite, on s'intéressait à savoir si la pandémie avait un effet sur la consommation de cannabis. Puis vous voyez, quand même, pour la plupart des gens, ils n'ont pas modifié leur consommation. Il y a seulement que 24 des gens qui ont augmenté leur consommation durant la pandémie. Et quand même, c'était associé à une plus haute détresse. Donc, quand on a regardé si les gens vivaient une détresse psychologique, 35 qui vivaient une détresse ont augmenté leur consommation, tandis que 20 n'y ont pas changé. Fait que je vois, j'ai de la misère à lire au fur et à mesure des questions dans le chat. J'espère répondre aux questions, puis sinon, on va vraiment essayer de se laisser de la place à la fin. Oui, Claire-Hélène, on va vous les ramener les questions si vous les manquez. Il n'y a aucun problème. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a plus de psychose depuis la légalisation? Ça nous intéresse vraiment. Il y a une étude qui est sortie récemment qui est intéressante, qui regardait les consultations à l'urgence du CHU de Sherbrooke pendant 5 mois après la légalisation comparé à la même période 2 ans auparavant. Ce qu'on se rend compte dans les gens qui viennent à l'urgence, il y a plus de gens qui consomment du cannabis, donc c'est passé de 28 à 37 des gens qui sont vus en psychiatrie. Le trouble d'usage de cannabis, donc on peut diagnostiquer un problème, a augmenté de 17 à 24 c'est principalement chez les 18-24 ans. Et au niveau des diagnostics de troubles psychotiques, bien, là, c'était non significatif. On ne pouvait pas dire si ça avait augmenté. Fait que je voudrais, somme toute, c'est une étude. Les données sont encore, je pense qu'on est en train plutôt de récolter des données. Fait qu'il va probablement falloir se laisser quelques années pour vraiment avoir l'heure juste à savoir si les troubles vraiment psychotiques secondaires à l'usage de cannabis vont avoir augmenté avec la légalisation. Mais clairement, il y a plus de gens qui viennent à l'urgence avec un trouble d'usage ou un usage de cannabis. Moi, 30 secondes, on dirait que ça ne fonctionne pas toujours. Ici. Parfait. Ici, c'était juste pour vous montrer un petit peu quelque chose d'intéressant sur le long cours. C'est la relation entre l'usage de cannabis et la perception du risque. Donc, la ligne bleue, ce qu'on se rend compte, c'est la ligne
où les gens disent avoir consommé du cannabis chez les étudiants de 12e année, fait que c'est comme secondaire 5 à peu près, par rapport à la perception du risque de consommer la marijuana. Puis clairement, il y a une relation inverse. Donc, plus la consommation est fréquente, plus c'est banalisé. Donc, ça, je pense que c'est une donnée importante à garder en tête. Puis, aussi, avec les données qu'on vient de voir, on sait que les adultes consomment plus de cannabis. Donc, aussi, l'environnement dans lequel les jeunes baignent, si les parents, les amis, les tantes consomment du cannabis, bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être une plus grande banalisation de l'usage chez les jeunes. Mais en contrepartie, le gouvernement essaie vraiment de faire des campagnes de sensibilisation puis d'aider à mieux informer, je pense, pour tenter de changer cette relation-là, mais c'est le futur qui nous dira là, ce qu'il y en est. Ici aussi, je pense que c'est intéressant, là, on aurait pu parler du cannabis pendant toute une journée, mais vu le temps qu'on a encore, certaines petites informations, hein, comme vous savez, le taux de THC est vraiment important, entre autres, avec le risque de psychose, on va y revenir un peu plus tard. Mais ici, dans ce graphique-là, on voit le taux de THC, justement, qui est plus associé aux effets négatifs du cannabis. On se rend compte que dans les années 60 jusqu'aux années 80, on était de l'ordre de 1 à 3 du THC. Puis, il y a vraiment une augmentation en flèche au cours des années. Puis maintenant, même à la SQDC, il y a facilement du cannabis avec 20-30 de THC. Si on va dans les huiles, jusqu'à 90 Fait que c'est aussi pour démontrer que ce que les jeunes prennent aujourd'hui, c'est très différent que ce que entre guillemets, là, la période hippie, ce que les gens prenaient. On n'est plus dans le même ordre, puis le même effet du cannabis que ça pouvait l'être dans le passé. Juste ajouter, Claire-Hélène, quand tu parles de 90 simplement spécifique, que ce n'est pas vendu à la SQDC, ce type de produit-là, avec un aussi haut taux de THC. Par contre, ce n'est pas parce que le cannabis est devenu légal et qu'il est vendu à la SQDC que le marché noir a arrêté de faire du profit au détriment des gens. Donc, sur le marché noir, il est assez facile de trouver des huiles, de la cire, de la wax, du shatter, qui ont des taux de THC hyper élevés. Donc, c'est principalement ce que les adolescents prennent parce qu'ils n'ont pas accès à la SQDC avant 21 ans. Oui, merci de la précision. Justement, je me fie à mes jeunes, ce qu'ils prennent, mais tu fais bien de le dire. Ce qui est difficile, c'est que c'est hyper facile de s'en procurer malgré tout. Donc, voilà. Puis ici, pour conclure cette première partie, je vais juste vous présenter un petit peu, on a fait une étude sur la prévalence du trouble d'usage des substances à notre clinique PEP au CHUM, puis la clinique PEP de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, autour de 200, un peu plus de 200 jeunes. Puis là, ce qu'on se rend compte, vous voyez, c'est dès l'entrée dans le programme, donc à leur premier épisode, on a quand même près de 45 de nos jeunes qui cotent un trouble d'usage de substances au cannabis, à peu près 20 à l'alcool, 15 aux amphétamines, à peu près 7 à la cocaïne, puis les autres substances sont plutôt rares chez ces jeunes-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'entre l'entrée dans le programme et la première année, il y a quand même une bonne baisse. À peu près un tiers des gens vont vraiment baisser, arrêter leur consommation, plus présenter de troubles d'usage à 1 an. Mais il reste qu'on a encore pas mal de travail à faire, puis quand même pas mal de difficultés avec un tiers de nos jeunes qui, malgré 2 ans de suivi à la clinique, vont encore avoir un trouble d'usage significatif. Substance et psychose. Je trouvais madame représentative d'un état psychotique. Quelle est la substance qui entraîne le plus de risques de psychose? Amphétamine, alcool, cocaïne, cannabis ou opiacés. Je sais que dans la première présentation ce matin, on vous a présenté, les docteurs Turgeon et Nadeau ont présenté des données, mais contrairement à ce qu'on peut, la population, on pense de façon plus générale, c'est vraiment le cannabis qui va entraîner le plus souvent le risque de psychose. Donc, c'est ça, malheureusement, on a dû manquer la présentation de ce matin. Fait que ça pourrait être quelque chose qu'on discute parce que je ne sais pas quelles données elles avaient. Je pense que c'était plus comme les amphétamines ou les stimulants. Je pense aussi une différence entre risque de troubles psychotiques et risque de symptômes psychotiques. Donc, juste la substance en intoxication peut créer des symptômes. Il faudrait voir là, qu'est-ce qu'ils ont présenté. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a vraiment un risque clair entre le cannabis et le trouble psychotique. Donc là, on parle que quelqu'un ait déjà pris du cannabis et plus tard ait soit une schizophrénie, une maladie
bipolaire avec trouble psychotique ou un trouble quelconque psychotique. Donc, il y a de multiples études, on n'ira pas dans les détails, mais vous voyez, ça va de 21% à 77% le risque de gens qui vont aller à l'urgence, par exemple, vont avoir une psychose induite, mais que quand on les suit dans les années qui viennent, le diagnostic va se préciser vers un diagnostic de la lignée bipolaire ou schizophrénique. Fait que je trouve que le chiffre de 1 sur 2 ou 50% est assez représentatif de ce qu'il y a dans la littérature, puis facile aussi à dire aux jeunes. Là, si tu fais une psychose qu'on pense toxique, tu as pris trop de cannabis, bien attends, t'es dans ceux qui ont vraiment un grand risque d'avoir, ou que ce soit le déclencheur ou la première manifestation d'une maladie psychotique. Donc, je vous parle entre autres d'une étude, encore là, je veux pas aller trop dans les détails là, vu le propos d'aujourd'hui, mais ici, entre autres, une étude intéressante qui a été faite au Danemark. Puis, il faut savoir qu'au Danemark, ils ont des grands registres. C'est vraiment intéressant parce qu'ils ont les données sur tous les gens de la population. Donc, il ne manque personne. Donc, ce qu'ils ont regardé, c'est vraiment les gens qui se retrouvaient à l'urgence, qui avaient un diagnostic de psychose induite par une substance. Puis, ils les ont suivis pendant vraiment longtemps. C'est une étude là, sur 20 ans où ils ont vraiment regardé qu'est-ce qui arrive de ces gens-là qu'on disait qu'il y avait une psychose toxique. Et le risque général de conversion, ou en tout cas d'avoir finalement une schizophrénie ou une bipolarité, c'est à peu près un tiers, 32%. Par contre, ce risque-là, il est différent selon les substances. Fait que vous voyez, pour cette étude-là, ceux qui avaient une psychose induite par le cannabis, finalement, c'était 47% qui développaient un trouble. Quand on dit mixte, c'est qu'il y avait plus qu'une substance, 35%. Pour les amphétamines, 32%. Hallucinogènes, 27%. Alcool, opiacés, cocaïne, autour de 20%. Sédatifs aussi. Donc, vraiment, encore là, si on veut retenir là, nos chiffres un peu dans ces études-là, vraiment, quand tu vas faire une psychose induite, si c'est au cannabis, 1 sur 2 que ça va évaluer vers quelque chose de plus chronique. Aux amphétamines, 1 sur 3. Puis pour les autres substances, c'est plus 1 sur 5, à peu près. Juste pour vous aviser qu'il reste environ 10 minutes avant la période de questions. On a commencé un petit peu en retard. On a commencé à 20, par exemple, là, mais on peut couper sur notre... On a commencé en retard. On pourra rajouter voir avec Caroline, voir. Oui, on pourra rajouter quelques minutes là, parce qu'on a commencé en retard. Il n'y a pas de problème. Sinon, on va aller plus vite. Donc, d'autres données intéressantes, là, vraiment par rapport au cannabis. On parle beaucoup du cannabis quand même aujourd'hui parce que je pense que vu la prévalence chez nos jeunes, puis vu l'impact du cannabis, c'est important, je pense, de connaître ces informations-là. Donc, pour quelqu'un qui a déjà consommé du cannabis, le risque, puis qui serait à risque de développer une maladie, par exemple une psychose, ça va arriver en moyenne 2,7 ans plus tôt. Fait que ça, c'est pas banal parce que si déjà par ta génétique, par d'autres facteurs, tu as vécu des traumas, tu vas développer une schizophrénie, bien, si tu la développes à 18 ans au lieu de 21 ou à 16 ans au lieu de 19 ans, hein, vous comprenez tous les impacts d'avoir une maladie plus jeune qui, et vraiment, des fois, c'est plus difficile de s'en sortir, de reprendre le dessus. Donc, c'est pas banal. Dans des études qui ont comparé n'avoir jamais consommé du cannabis versus en avoir déjà pris, sans spécifier, ça a augmenté le risque de 40% de psychose. Et des données plus récentes ont essayé de voir, oui, mais est-ce qu'on peut avoir une meilleure idée? Puis, là, il y a certainement 2 facteurs qui se démarquent. Un usage quotidien, donc vraiment en prendre à tous les jours, ça va tripler le risque de troubles psychotiques par rapport à quelqu'un qui n'en a jamais pris. Et les hauts taux de THC. C'est pour ça qu'on dit à quel point c'est important. Puis ça, c'est considéré 10% et plus. Là, ça va augmenter le risque de psychose de près de 5 fois. Fait que c'est ça qu'on est toujours en train de parler de risque. Donc, c'est ça qui n'est pas évident parce qu'il y en a qui, malgré le risque, ne vont jamais développer de troubles parce que dans leur biologie, ils n'ont pas de facteur de risque, ils n'ont pas vécu de trauma, ils n'ont pas d'autres stresseurs. Puis c'est comme ça. Puis d'autres personnes, bien là, oups, il y a un oncle qui a une schizophrénie, ils ont vécu d'autres choses. Puis eux, bien, tripler 5 fois leur risque va vraiment faire une différence. Donc, voilà. Donc, les facteurs qui vont moduler le risque de psychose, hein, j'ai commencé à en discuter, mais entre autres,
Alors, la teneur en THC, le ratio THC-CBD, ça, c'est de l'éducation aussi qu'on peut faire aux jeunes face à ça. La vulnérabilité génétique, si dans la famille, il y a des gens qui ont déjà fait une psychose. L'âge de début de la consommation, comme on dit, plus c'est jeune, plus le risque est élevé. Comment c'est jeune et en grande quantité, ça augmente le risque. La présence déjà d'une maladie psychotique, certainement, puis des facteurs environnementaux. Comme je dis souvent, les facteurs, ils s'accumulent, entre autres, par exemple, avoir vécu des traumatismes qui peuvent amener un plus grand risque de psychose. Si on rajoute là-dessus la consommation, ça peut faire boule de neige. Au niveau des stimulants, on va y aller bien vite, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des études qui se sont intéressées plus spécifiquement aux méthamphétamines. Et là, de façon non surprenante, quantité plus importante, une fréquence d'usage plus importante et une sévérité de la dépendance plus élevée va augmenter le risque là, de 3 à 11 fois d'avoir une psychose. Également, c'est de la polytoxicomanie, donc les stimulants qui sont pris avec de l'alcool ou de l'usage fréquent de cannabis. Il n'y a pas de facteurs sociodémographiques qui sont identifiés. Donc, on ne peut pas dire, ben oui, il y a plus de risques pour les hommes que pour les femmes, les jeunes, les vieux, les mieux favorisés, défavorisés. Il n'y a rien qui ressort dans les études pour l'instant. Et ce n'est pas consistant quand on regarde dans les revues systématiques, est-ce que la durée de l'usage ou l'âge de début a un impact? On ne peut pas encore conclure là-dessus. Au niveau des impacts, encore là, pourquoi on parle tant du trouble d'usage aujourd'hui? C'est que ça a vraiment un impact sur le trouble psychotique. Ça l'amène plus de symptômes, plus d'hospitalisation, plus de rechute. Un moins bon fonctionnement social, personnel, occupationnel et plus d'effets secondaires parce que souvent les effets secondaires de la médication vont se combiner aux effets des drogues. Pour ça, avec les services, mais je fais juste un retour en arrière par rapport au cannabis. Simplement, je pense que c'est des données intéressantes là, que Claire-Hélène nous partage parce que le cannabis est encore beaucoup banalisé par la population, les usagers. Souvent, les gens pensent qu'ils ne pourront pas faire de psychose parce que c'est juste du pot ou juste du cannabis. Mais toutes les données qu'on vous a données, le taux de THC, la prévalence, c'est quand même majeur et important à retenir puis à informer les usagers, la clientèle ou les jeunes que vous côtoyez parce que c'est des éléments qui sont peu connus. Donc, quels sont les services? Écoutez, je vais quand même passer vite parce que ce matin, on a eu la présentation des 2 médecins qui vous expliquaient quand même bien les services au niveau de la santé mentale. Il faut savoir qu'il y a des programmes santé mentale et dépendance qui sont associés ensemble dans chacun des 6 CCIUS du Québec, donc dans toutes les régions du Québec. Il y a des services gratuits au niveau de la santé mentale et de la dépendance. Le programme d'intervention pour premier épisode psychotique, le PIPEP ou le PEP, certaines régions vont appeler ça une équipe PEP, c'est le même service, tout dépendant de la grosseur là, ou la forme dont ça prend. Je vous rappelle que ça s'adresse à des jeunes de 12 à 35 ans. L'objectif étant toujours de détecter le plus tôt possible et de traiter rapidement les personnes vivant un premier épisode psychotique. Les équipes sont composées de différents types d'emplois, psychiatres, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, infirmiers spécialisés en santé mentale, ergo, éducateurs et aussi des pères aidants. Donc, quelqu'un qui a lui-même vécu un épisode psychotique, qui va faire partie prenante de l'équipe de traitement pour aider. Les demandes pour le programme, la beauté de la chose, c'est qu'elles peuvent venir de tout le monde et de tout milieu. Donc, peu importe qui, tout le monde peut faire un appel au programme PEP directement, pas besoin d'avoir une référence spécifique. Le suivi psychiatrique et psychosocial va être offert en moyenne pour une durée de 3 ans. Et il va y avoir des suivis individuels ou de groupe ou en atelier. Au niveau du programme dépendance, écoutez, il faut savoir que nous, on offre, je dis nous parce que je travaille pour le programme dépendance, des services d'évaluation, des services de réadaptation externe, de la réadaptation intensive avec hébergement, des services de désintoxication. Quand on parle de désintoxication, on est vraiment au niveau du sevrage physique. Et quand je vous parlais de réadaptation intensive avec hébergement, ce sont ce qu'on appelle communément dans la société des thérapies internes. On a aussi des services de réinsertion sociale, donc d'accompagnement dans les divers problèmes, je dirais, plus administratifs, le logement, la nourriture et autres. Et on va faire également des références. Au niveau des programmes de dépendance, on traite l'alcoolisme, la toxicomanie, le jeu pathologique. Maintenant, on a l'ajout de l'utilisation problématique d'Internet et des écrans. Pas encore de programmes spécialisés déployés. Les recherches sont encore à suivre
l'évolution de cette problématique-là, mais il faut savoir que nous recevons aussi cette clientèle-là et également les membres de l'entourage, parce que les membres de l'entourage des gens dépendants ont quand même une grande souffrance et un grand sentiment d'impuissance et c'est important de les aider également. Nous, nos services en dépendance, au contraire du PIPEP, nous fonctionnons par référence des partenaires du réseau. Donc, que ce soit l'urgence, le 811, des GMF, les centres jeunesse, la DPJ, Programme Jeunesse Santé Mentale, les organismes communautaires maintenant de proximité en dépendance qui ont eu du financement pour encore plus être dans la prévention et de l'intervention précoce auprès de nos adolescents principalement. Ces organismes-là vont pouvoir également nous faire des références. Donc, le DEPADO, le DEPADO étant l'outil utilisé pour les jeunes de moins de 18 ans. Et lorsqu'on passe à 18 ans, la majorité, ce sont les outils comme le débat alcool, le débat drogue et le débat Internet qui vont être utilisés. Le débat Internet a une petite spécificité, 12 ans et plus, c'est le même outil qui est utilisé pour tout le monde. Ce qui est important de savoir, c'est que le ministère va financer aussi dans toutes les régions des nouveaux programmes jeunesse qui maintenant, avant les services étaient organisés en 12 à 18 et 18 et plus, comme à peu près tous les services à la population. Mais maintenant, le programme dépendance est un petit peu sur le même modèle que Air ouverte ou encore PIPEP. Nous répondons à la clientèle de 12 à 24 ans. Il y a une bonification des services, il y a eu de l'ajout d'intervenants. Et on va avoir une approche de outreach avec cette clientèle-là, donc d'aller vers la clientèle, de faciliter l'accès aux services, d'avoir plus de souplesse dans nos modalités de suivi, d'aller dans les écoles, d'aller à domicile, de faire beaucoup d'accompagnement pour favoriser l'adhésion et la poursuite, la rétention dans les services. On a aussi d'autres partenaires, autant au niveau, dans Dépendance, on va être en collaboration avec d'autres ressources de réadaptation intensive avec hébergement pour les adolescents, comme Portage, comme le Grand Chemin. Il y en a d'autres. Il existe d'autres ressources pour les adolescents, mais il faut savoir que c'est le programme Dépendance qui est la porte d'entrée pour ces ressources-là dans les différentes régions. Donc, il existe également au niveau des adultes, du 18 ans et plus, des ressources de réadaptation intensive avec hébergement qui sont plus d'ordre privé, où les gens vont devoir sortir, en fait, payer des montants quand même assez importants. Il y a un site qui s'appelle trouvetoncentre.com que Claire-Hélène m'a fait découvrir hier, donc assez facile pour la clientèle d'aller chercher et d'être mis au courant de ce qui est offert dans leur région ou ailleurs. Il y a également une liste des ressources sur le site du ministère. Il ne faut pas oublier les groupes d'entraide. Quand on parle de dépendance, tous les groupes d'entraide comme les AA, Narcotiques Anonymes, sont des partenaires importants. Et la famille et l'entourage de l'usager, il est vraiment important de les impliquer dans les traitements. La littérature prouve que plus les membres de l'entourage vont être impliqués dans la réadaptation, dans le processus de réadaptation, plus les résultats vont être positifs pour cette personne-là. Importance de l'accessibilité aux services en situation de psychose, il y en est question depuis ce matin, mais aussi en termes de dépendance. La prise en charge doit se faire le plus rapidement possible. On essaye, nous, au niveau du jeunesse, d'éviter les listes d'attente, de faire une réponse assez rapide. C'est bien sûr qu'il y a des périodes dans l'année peut-être un petit peu plus difficiles, mais on essaye d'être le plus proactif possible pour éviter que les jeunes, lorsqu'ils sont prêts à aller chercher de l'aide et qu'ils ont une ouverture, qu'ils reçoivent un coup de fil et qu'on soit là proche d'eux rapidement pour les aider. On est toujours en travail de collaboration et de partenariat entre les différents acteurs du milieu, que ce soit les milieux scolaires, les milieux, la pédopsychiatrie, la psychiatrie. La dépendance, c'est un problème multifactoriel et c'est important d'aller vraiment toujours être en interaction avec nos partenaires. On travaille rarement seul dans une situation clinique, donc chez nous, c'est vraiment quelque chose qui est important. Là, je vois le temps qui passe, Oui. je sais qu'on va s'étaler, fait qu'on va aller très vite sur cette partie-là. Oui. Je pense que vous allez y avoir accès, puis de toute façon, c'est moi l'objectif, c'est de donner une idée globale. Fait que si je peux juste rapidement, là-dessus, je vais aller Marie-Claude, mais dans le fond, ici, vous verrez, là, c'est le genre de questions qu'on peut poser pour vraiment essayer d'avoir une bonne évaluation détaillée de la consommation. Je pense que c'est vraiment important. Même si vous travaillez en école ou des ressources communautaires, c'est pas gêné d'aller en détail sur ce qui est consommé. Puis, si vous avez l'impression qu'il y a des symptômes psychotiques, bien là, dans la colonne
de droite, là, d'essayer vraiment de départager la chronologie, le lien, etc., ben, c'est des choses qu'on va faire en clinique, là. On peut passer à la prochaine. Donc, au niveau de l'évaluation et du suivi, ben, écoutez, c'est présenté depuis ce matin, mais c'est toujours de questionner, nos approches, c'est de questionner sans jugement, s'intéresser à la personne, à ce qu'elle recherche en consommant, à l'effet ressenti, d'aller voir un peu ce qui est sous-jacent à cet usage-là, introduire des techniques motivationnelles et de réduction des méfaits dès l'évaluation. Et s'il y a une ouverture au changement, parce que ce n'est pas tous les gens qui nous arrivent déjà avec une grande motivation, mais lorsque c'est le cas, c'est déjà d'introduire des techniques cognitivo-comportementales. Puis ici, je me dis, on va juste pour vous dire que ce qui a été validé comme approche, c'est l'entretien motivationnel, la technique, les thérapies cognitivo-comportementales. On peut tout de suite aller à la prochaine. L'approche par contingence, ça, souvent, ça a un effet quand même sur une courte période, par exemple, seulement. Puis au niveau des médicaments là, pour la dépendance, il y en a pour l'alcool et les opiacés, mais pour les autres substances, il n'y a rien de prouvé efficace à ce jour. Au niveau de l'esprit motivationnel, encore là, rapidement, vous connaissez probablement tous, mais accueil, non-jugement, empathie, rouler avec la résistance, prendre l'usager là où il est. Les objectifs doivent venir de la personne, mais on peut aussi les aider. Dans le fond, l'objectif de l'entretien motivationnel, l'esprit, c'est de les aider à développer et à découvrir leurs objectifs. Les étapes du processus, bien, vous les avez ici, la pré-contemplation ou ce qu'on appelle le déni, la contemplation ou l'ambivalence, la détermination de l'action. Mais ce qui est souvent le plus dur, c'est le maintien. Et il faut savoir que la rechute fait également souvent partie du processus de changement, que ce n'est pas nécessairement négatif en soi, mais l'idée, c'est de l'accueillir et de faire des apprentissages. Pour ce qui est de la réduction des méfaits, est-ce que c'est toi, Claire-Hélène, celui-là? Là, c'est ça, je pense qu'encore là, ça va être, on va aller plus vite, mais vous pourrez aller lire ça. L'idée, c'est que on va des fois, l'abstinence, c'est pas ce que tout le monde souhaite. Fait qu'il faut vraiment collaborer avec le jeune où il est rendu. Donc, on va vraiment viser des approches là, qui font sens pour la personne. Puis la prochaine diapo, c'est aussi pour vous dire qu'il existe des directives canadiennes d'usage de cannabis à faible risque, facilement retrouvables aussi sur Internet. Donc, ça aussi, ça peut être une porte d'entrée quand quelqu'un ne veut pas changer, au moins de voir comment on peut l'aider à réduire le risque. Puis ici, encore là, c'est juste pour vous dire qu'en clinique, premier épisode, on a tout un schéma de façon d'intégrer les différentes sphères pour que ça fasse sens pour la personne, puis que le traitement vraiment de la consommation est vraiment intégré à notre programme de façon générale. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir de notre présentation, c'est que la consommation de substances augmente le risque de psychose, la détection rapide des troubles d'usage de substances ou des symptômes psychotiques est importante. Il est important aussi de faciliter l'accès aux services, que ce soit au niveau psychotique ou des TUS, d'accompagner les usagers vers les services, d'accueillir les gens là où ils sont rendus dans leur cheminement et de travailler, bien évidemment, en partenariat avec les différents acteurs du milieu. Merci beaucoup, Claire-Hélène et Marie-Claude. Désolée, vous avez été un peu pressés par le temps. Là. Écoutez, on aurait pris encore plus longtemps. Fait que si les gens trouvent que ça n'a pas été long, je vous suggère à l'évaluation de la journée de le mettre pour que dans les prochaines journées, on accorde peut-être plus une importance, un plus long moment pour la dépendance et les psychoses. Je vais donner l'info pour l'heure du midi et le retour. Après ça, je pourrais poser les questions. Fait que si les gens veulent quitter pour l'heure du dîner, il n'y aura pas de problème. Mais sinon, on va aller on peut prendre quelques minutes encore pour répondre aux questions qui ont été dans le chat. Vous pouvez rester, dans le fond, quand on va avoir fini la conférence, on va retourner dans la salle principale. Si vous voulez rester branché toute l'heure du midi, il n'y a pas de problème. Là, le lien va rester ouvert. Il va y avoir même un PowerPoint pour remercier, là, dans le fond, les gens là, qui ont contribué à la journée. Il va y avoir aussi de la musique. Ce qui est bien important, c'est que Céline Dion apparaît quelques minutes avant 1 heure. Ça va être notre signe comme quand nos lumières flashent au théâtre. Là, fait que on vous demande de revenir là, pour qu'on puisse commencer vraiment à 1 heure parce que vous voyez, les présentations sont bien remplies puis on veut vraiment donner tout le temps aux conférenciers pour avoir de l'information. Fait que ceux qui veulent quitter, là, vous pouvez quitter. Vous avez juste à cliquer sur Leave Room. Puis les autres qui veulent rester, là, ce qu'on a eu comme question, là, Claire-Hélène et Marie-Claude, c'est qu'est-ce qui explique que les jeunes consomment moins de cannabis depuis la légalisation? Est-ce que vous avez... Je dirais,
Moi, j'ai l'impression que il faut se laisser. Je ne serais pas tant prête à dire moins. On est passé de 19%, de 21 à 19%. Fait que ça reste à peu près 1 sur 5 quand même. Puis les 18 à 24, ça a augmenté. Fait que je pense qu'il y a une tendance qui peut être intéressante de voir est-ce qu'il y a quand même une sensibilisation. L'âge est 21 ans. Fait que est-ce qu'il y a des gens qui vont plus se retourner vers autre chose aussi? Mais ça, je ne serais pas prête à dire qu'il y a un impact parce que c'est tout un autre débat, mais je pense que ça va être vraiment l'avenir. Ça va être intéressant, au moins, avec ces sondages-là, maintenant annuels. Je pense qu'on va avoir plus de données. C'est sûr qu'on essaie de faire plus de prévention, etc. Exact. C'est ce que j'allais ajouter, Claire-Hélène, c'est que la légalisation, beaucoup de gens avaient peur de la banalisation de la consommation de cannabis, surtout chez nos adolescents. Et je pense que le gouvernement a mis beaucoup d'énergie sur la prévention. On peut oser croire que ça a un certain impact, du moins sur 2% de nos jeunes qui ont réduit. On verra, comme Claire-Hélène, la suite dans les prochaines années. Je pense qu'il est encore un peu tôt là, pour prendre un pas de recul et regarder ça au long cours. Et les gens ont questionné, c'est-tu parce que le cannabis, c'est la drogue la plus consommée, qu'elle est reliée plus aux psychoses, davantage aux psychoses? Est-ce que c'est pour ça le lien ou c'est vraiment l'effet sur... Non, c'est vraiment l'effet sur le cerveau. C'est vraiment l'effet des récepteurs cannabinoïdes, les changements qui vont se faire au cerveau. C'est vraiment différent. Donc, ce qu'on pense, c'est l'effet, puis surtout dans une période à l'adolescence, c'est pourquoi le risque serait plus important, plus jeune, c'est que le cerveau il est tout en réorganisation à l'adolescence, il y a beaucoup de changements. Puis si à ce moment-là, on consomme, bien, ça aurait peut-être un effet à plus long terme, mais ce n'est pas relié au nombre. Parfait. Quand on parle de bad trip, est-ce qu'on parle de psychose toxique? Pas nécessairement. Je pense que c'est là le côté de demander de façon détaillée, parce que des fois, il y en a qui ont bad trippé, leur cœur a battu fort, ils se sont sentis sortir de leur corps, mais ils étaient vraiment très, très conscients de ce qui se faisait. Fait que souvent, les bad trips, quand les gens décrivent ça, mais qui n'ont pas perdu contact avec la réalité, des fois, c'est une intoxication sévère, versus parfois, de là, ben oui, la personne a entendu des voix. Pendant quelques instants, elle était sûre qu'elle était morte pendant 1 heure. Fait qu'il faut préciser, ça ne va pas nécessairement de soi. Je ne sais pas si Marc-Claude a autre chose que tu voulais. Ben, peut-être juste, en fait, souvent les bad trips vont cesser une fois la durée de vie du produit pris. La personne va avoir eu un mauvais trip, un mauvais quart d'heure, un petit bout de gravelle qu'elle n'aura pas envie de revivre maintenant, mais les symptômes vont s'atténuer. Souvent, on va faire plus la distinction entre un bad trip, alors qu'une psychose induite par les produits, les effets vont durer malgré que la personne a éliminé le produit dans son corps. Merci beaucoup. Ça faisait le tour des principales questions. Merci vraiment pour votre présentation. C'était super intéressant. Alors, je vous souhaite un bon dîner, d'aller vous dégourdir un peu pour qu'on reprenne l'après-midi. Là, il nous reste 2 conférences en après-midi. Fait que vous pouvez faire Leave Room. Vous pouvez rester connecté au lien principal toute l'heure du midi sans problème. Sinon, vous pouvez vous reconnecter avec le même lien que ce matin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, bon dîner.